Bonjour de Washington et au nom du César, bienvenue pour ce troisième webinaire ce webinaire de 6 parties sur la stratégie sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité. Alors, pour ceux pour qui c'est le premier webinaire, je m'appelle Dr. Nate Allen. Je suis professeur associé des études sécuritaires ici au César et le responsable sur les problématiques cybernétiques. Et je serai le modérateur aujourd'hui. Ce webinaire s'appelle Principes et bonnes pratiques en matière de stratégie de sécurité de l'IA. Nous allons parler de principes émergents et de bonnes pratiques en matière de stratégie et de politique de l'IA en matière de défense. Et nous allons réfléchir à comment ceci s'applique à l'Afrique et à son secteur de la sécurité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le César ou nos séries de webinaires, je vous souhaite la bienvenue. Comme beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà bien, ces webinaires sont éclairés par notre mission d'améliorer la sécurité africaine, d'accroître les connaissances, de fournir une plateforme fiable euh, pour le dialogue et pour affronter les défis sécuritaires de l'Afrique. Pour plus d'informations, consultez notre site web africacenter.org. Alors, avant de présenter nos panélistes, je voudrais prendre quelques instants pour nous rappeler où nous en sommes. Euh, alors, pendant les 2 premiers webinaires, à la fin du mois de février, nous avons parlé des opportunités que présente l'intelligence artificielle ainsi que les défis et les menaces. Il y a eu une discussion très enrichissante pendant ces webinaires, mais une chose que je voudrais nous rappeler, c'est que l'IA et l'utilisation de l'IA est déjà très répandue en Afrique dans le secteur de la sécurité, surtout au niveau tactique et opérationnel. Les douzaines de pays africains, par exemple, utilisent déjà des outils, des plateformes de surveillance et de police euh, qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup, ceci les aide à comprendre et à naviguer leur environnement. Alors, on va vous aider à mieux comprendre ces cas d'utilisation et à mieux comprendre ce qui est maintenant une lacune très importante dont on a parlé il y a quelques semaines. C'est la lacune euh, qu'il nous manque une architecture, une stratégie, une politique générale sur l'intelligence artificielle, parce que comme on le voit avec beaucoup de technologies émergentes, la technologie, la sophistication, la croissance de cette technologie est plus rapide que les politiciens. Alors, pour aborder ce dialogue, euh, nous avons deux euh, panélistes très chevronnés qui sont chacun des experts sur l'un des aspects dont nous allons parler aujourd'hui. Alors d'abord, nous avons mon ami et collègue, le docteur Joël Amegbo, qui est maître de conférences associé pour les études sur la sécurité en Afrique. Il est chargé de superviser les programmes universitaires sur le développement de stratégies de sécurité nationale sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Il va nous parler de ce qu'il a appris sur l'application de bonnes pratiques et de stratégies à la sécurité nationale. Et nous avons aussi Dr Yasmine Afina, qui est chercheuse au sein du programme Sécurité et technologie de l'UNIDIR. Et elle va nous parler de son travail dans le développement de lignes directrices sur le développement de l'IA dans les domaines de la sécurité nationale et de la défense. Alors, j'ai hâte d'entendre leurs propos. Et bienvenue, et nous sommes ravis de vous voir tous les deux ici avec nous. Joël, alors j'aimerais commencer avec vous. Comme je l'ai dit, vous êtes le responsable de nos efforts d'élaboration de stratégie de sécurité nationale. Ça fait 8 ans que vous travaillez sur ce sujet. Vous avez énormément d'expérience à aider les pays africains à travers le continent pour qu'ils puissent développer leur politique et leur stratégie de sécurité nationale, qu'ils établissent leurs objectifs nationaux et leurs stratégies.
Alors, quels sont les principes et les bonnes pratiques que vous avez appris par rapport au développement général d'une stratégie de sécurité nationale? Alors, bonjour. D'abord, merci, Dr. Allen, pour cette très aimable présentation. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui et de parler d'un sujet qui est fondamental par rapport à la sécurité, la stabilité de tous nos pays. Alors, pour répondre à votre question, je vais commencer en parlant de ce qu'est une stratégie de sécurité nationale et son objectif. Une fois que nous avons cette fondation, je vais parler de mes observations à propos des principes utilisés dans l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale efficace. Alors, une stratégie de sécurité nationale, c'est quoi exactement? À quoi ça sert? Une stratégie de sécurité nationale, on en parle normalement euh, comme une SSN, et c'est des principes développés par des gouvernements pour sauvegarder les intérêts du pays, protéger ses citoyens et assurer sa souveraineté. Et de faire ceci face à des menaces internes et externes. Donc, cette stratégie établit les objectifs principaux du pays, identifie les menaces potentielles et établit une feuille de route pour faire la riposte contre ces menaces d'un point de vue économique, sécuritaire, etc. Alors, l'objectif d'une stratégie de sécurité nationale, qui est aussi très important, c'est d'aligner les ressources nationales et les efforts nationaux pour s'adresser d'une manière efficace aux défis sécuritaires actuels et émergents. Donc, ceci s'assure que la stratégie de défense et de sécurité nationale sont cohérentes, s'alignent et coordonnées. Parfois, il y a des changements géopolitiques, des avancées technologiques, etc., qui font face à tout ceci. Alors, certains éléments clés d'un document de stratégie de sécurité nationale incluront une vision nationale, les intérêts nationaux, les menaces, les opportunités, les objectifs de la sécurité nationale et parfois les rôles des agences du secteur de la sécurité, une stratégie par rapport aux ressources du pays. Et en plus, vous verrez un plan de mise en œuvre inclus dans cette stratégie. Donc, cette stratégie de sécurité nationale est un plan pour la protection et la prospérité d'un pays, d'une nation, s'assurant que ses efforts de défense et de sécurité s'alignent avec ses objectifs et ses valeurs. Donc, le développement, l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Alors, la question, c'est un processus de développement de politique pour comment fournir une meilleure sécurité aux citoyens. Donc, c'est vraiment cette question de l'élaboration, de la rédaction d'une stratégie de sécurité nationale. Alors, pour répondre à votre question, pour moi, l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale est un processus complexe et essentiel qui requiert vraiment une approche réfléchie et la coordination de multiples mécanismes. D'après ce que j'ai vu sur le continent, les principes généraux du bon développement d'une stratégie de sécurité nationale incluent plusieurs principes pour s'assurer que cette stratégie est efficace, inclusive et adaptable aux défis particuliers d'un pays et ses opportunités. Alors, je vais me focaliser sur 5 observations que j'ai apprises. D'abord, il y a la volonté politique et l'opportunité politique. Le développement d'une stratégie de sécurité nationale dépend fortement de la volonté politique. Un engagement fort de la part des leaders politiques assure qu'on donne la priorité à la stratégie et que les ressources sont attribuées à cette stratégie. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment de s'assurer que les leaders politiques sont pleinement impliqués dans la création de cette stratégie et s'engagent avec les parties prenantes clés. Alors, il faut tirer parti des opportunités politiques qui se présentent, surtout pendant les périodes de stabilité ou quand il y a une transition de leadership. Deuxièmement,
Il faut une évaluation complète des risques et une compréhension du contexte local, surtout à cause de l'appropriation. Une stratégie bien développée, quand elle suit un bon processus, elle commence avec une évaluation complète, exhaustive des risques. Et ceci veut dire une évaluation des menaces sécuritaires internes et externes et la compréhension de la position unique, historique, sociale, économique, de tous les conflits qui ont à voir avec ceci. Et donc, ceux-ci sont souvent liés à la culture locale. Ce qui pourrait fonctionner dans un pays ne va pas forcément fonctionner dans un autre pays. Alors, il faut comprendre le contexte local, les facteurs locaux, géopolitiques, etc. Ensuite, il y a une approche de tout le gouvernement, un engagement de toutes les parties prenantes pour créer ce sentiment d'appropriation. Et parce que, bon, le but, c'est de mettre en œuvre la stratégie. Donc, une stratégie de sécurité nationale n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement ou des forces de sécurité, partiellement parce que ceci impacte tous les secteurs de la société. Alors, l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale requiert l'implication de multiples secteurs du gouvernement, y compris la défense, les affaires étrangères, les forces de l'ordre et le monde du développement aussi. Une stratégie inclusive développée avec des apports de la part de multiples et divers parties prenantes va améliorer la légitimité, l'efficacité et la durabilité de cette stratégie. Donc, il faut un engagement large qui s'assure que différents secteurs de la société ont un rôle pour l'établissement des réponses aux différentes menaces qui font face au pays. Ensuite, il faut un renforcement de capacité des institutions. Il faut le personnel pour élaborer la stratégie. Et ça, c'est un élément clé que j'ai appris au fil du temps. L'une des leçons apprises les plus essentielles, c'est l'importance du renforcement des capacités des gens qui sont responsables pour l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Donc, un leadership fort et des personnels clés sont essentiels pour s'assurer que la stratégie est efficace et peut être mise en œuvre dans un environnement sécuritaire en évolution. Et ensuite, je veux parler de la prise de décision basée sur les données. Alors, parlant des données, les données jouent un rôle essentiel dans ce processus d'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Ça nous donne des données probantes. Ça aide les décideurs à comprendre le rôle des défis, etc., les défis qui se présentent, qu'ils soient économiques, sociaux, sécuritaires, et ça les aide à créer des stratégies qui s'adressent à ces problèmes d'une manière holistique. Et donc, les stratégies de sécurité nationale efficaces sont informées par des données solides, probantes, que ce soit à propos des tendances sociales, économiques, etc. Cela permet une prise de décision plus intelligente, une meilleure coordination et une réponse plus adaptive aux défis sécuritaires en évolution. Alors, je vais m'arrêter là. Merci, Joël. Alors, vous avez noté quelques éléments que nous nous efforçons de faire dans le processus de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Je pense que c'est essentiel. Et vous en avez parlé de deux qui sont très importants. D'abord, s'assurer qu'on a une stratégie qui est adaptée au contexte local et aussi une qui peut être adaptable à à un environnement de menace en évolution. Et je pense que beaucoup des outils de l'IA utilisés par les gouvernements africains ne sont pas forcément développés par les pays africains. Et bien sûr, étant donné l'évolution rapide de la technologie, de l'intelligence artificielle, d'avoir une stratégie qui est adaptée au contexte et qui est adaptable va être essentiel. Alors, j'aimerais entendre votre point de vue sur le lien entre l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale, en gros, et le développement de politiques et de stratégies par rapport à l'intelligence artificielle dans le monde de la sécurité et pour les objectifs de défense. Alors, alors, les bonnes pratiques dont vous avez parlé, comment s'appliquent-elles
à ceci. Merci. Alors, ce que je voudrais faire pour répondre à votre question, c'est la diviser en deux parties. Alors, d'abord, comment est-ce que la stratégie IA sur l'IA peut être intégrée dans une stratégie nationale de sécurité et comment elle s'intègre dans le cadre d'une stratégie nationale de sécurité et comment certaines des choses dont j'ai parlé peuvent s'appliquer au développement d'une stratégie sur l'IA. Alors, d'abord, comment on peut intégrer une stratégie sur l'IA dans la stratégie de sécurité nationale et où la mettons dans ce cadre général? Je pense qu'une telle stratégie, c'est vraiment une stratégie sectorielle au sein du cadre plus large d'une stratégie de sécurité nationale. Donc, dans ce cas-ci, on se focaliserait sur certains domaines au sein du cadre plus large de la stratégie de sécurité nationale et on établirait des objectifs, des actions et des plans qui sont pertinents à un secteur particulier. Et donc, une stratégie sur l'IA est considérée comme une stratégie sectorielle dans le cadre d'une stratégie de sécurité nationale. Et ceci permet au gouvernement d'intégrer l'IA en tant qu'outil essentiel pour améliorer la défense nationale, les renseignements, les forces de l'ordre, la cybersécurité, la sécurité civile, le développement économique, etc. Donc, et pendant que l'IA continue à évoluer et à impacter de multiples éléments de la sécurité nationale, la stratégie sectorielle sur l'IA pourrait être essentielle pour s'adresser aux avantages stratégiques et aux défis que ceci présente envers la sécurité nationale. Donc, une stratégie sur l'IA peut servir en tant qu'habiliteur, élément habiliteur et peut appuyer une bonne prise de décision stratégique. Voilà comment je vois l'IA étant une stratégie sectorielle au sein de la stratégie de sécurité nationale. Et par rapport à ce que j'ai appris sur la stratégie de l'intelligence artificielle, je dirais que pour élaborer une stratégie sur l'intelligence artificielle, il faut appliquer certains des mêmes principes et des bonnes pratiques d'une manière réfléchie et structurée. Alors d'abord, la volonté politique dont j'ai parlé et les opportunités politiques. Alors d'abord, vous avez besoin d'un champion sur de l'IA au sein d'un gouvernement et qui tire parti des opportunités politiques. Cette volonté politique est essentielle pour s'assurer que le développement de cette stratégie sur l'IA est pris au sérieux, qu'il y a un engagement du haut en bas de la part du monde politique et s'assurer que les leaders politiques appuient publiquement le développement de ceci en tant que priorité stratégique. Et vous devez aligner ce processus de création de stratégie avec les opportunités politiques qui se présentent, surtout quand il y a une transition de leadership euh, et où le pays est stable. Alors ensuite, il faut une évaluation exhaustive du contexte local. Alors, cette évaluation des risques exhaustifs, surtout par rapport à l'IA, ceci est essentiel pour identifier les opportunités et les défis présentés par l'IA, surtout dans le contexte africain. L'IA peut introduire certains bénéfices transformatifs, mais vous introduisez aussi certains risques sur le continent, surtout quand on regarde le contexte local. Ces risques pourraient inclure euh, des problèmes d'emploi, des problèmes de confidentialité, d'accès à la technologie, etc. Donc, une évaluation exhaustive des risques va tenir en compte les réalités économiques, sociales, etc. et va se focaliser sur la disponibilité de l'infrastructure et les lacunes dans le domaine éducatif. Alors, de comprendre vraiment cet environnement est essentiel pour s'assurer que la stratégie est adaptée aux besoins spécifiques et les défis spécifiques du pays qui élabore cette stratégie. Alors, ceci implique une compréhension de la culture locale, des facteurs économiques et politiques qui vont impacter l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie et s'assurer que cette stratégie est inclusive et équitable. Ensuite, il y a eu cette approche de tout le gouvernement.
un engagement de toutes les parties prenantes qui vont créer cette appropriation de ceci, une approche de la part de tout le gouvernement envers cette stratégie sur l'IA va s'assurer que tous les services du gouvernement, y compris le ministère de l'Éducation, de la Défense, du Commerce, etc., vont tous collaborer pour concevoir une stratégie sur l'IA qui s'adresse aux priorités nationales, non seulement les priorités sectorielles, mais le niveau national, parce que cette stratégie va avoir un impact sur de multiples secteurs. Donc, il est important pour que que les ministères et les services coordonnent leurs efforts pour maximiser les bénéfices de cette stratégie sur les A et en même temps minimisant les risques qui pourraient se présenter. Donc, cet engagement des parties prenantes, c'est vraiment comment on crée l'appropriation et la collaboration. Et cette stratégie sur l'IA ne doit pas être créée par une seule agence du gouvernement. Elle doit impliquer différents secteurs de l'économie, par exemple le secteur privé, le secteur universitaire, le monde universitaire, les communautés locales. Ceci va assurer que cette stratégie inclut et implique le monde et qu'ils se sentent responsables pour la mise en œuvre et le succès de cette stratégie. Il faut aussi investir dans la formation, l'éducation. On le voit dans l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale et ceci s'implique aussi au développement d'une stratégie sur l'IA. Il faut avoir des programmes de formation et d'éducation pour créer une main-d'œuvre qui est capable de mettre en œuvre ces stratégies sur l'IA. Alors, je vais m'arrêter là. Oui, vous avez noté cette importance de la volonté politique. Et pour moi, j'aimerais entendre ce que le docteur Afina va dire, mais j'encouragerais les pays africains, disons qu'il y a toujours priorités concurrentielles. D'abord, il faut établir si vous avez besoin d'une stratégie sur l'IA et aussi établir où ceci s'intègre au sein de votre paysage sécuritaire ou au sein Est-ce que ça fera partie de votre stratégie de sécurité nationale? Est-ce que ce sera sous-ensemble où il y aura différentes responsabilités? Alors, comme Joël l'a dit, tout d'abord, il faut avoir un champion politique, une volonté politique. C'est un point de départ pour ceux d'entre vous qui commencent à penser à un processus d'élaboration d'une telle stratégie. Alors, Yasmine, à votre tour. Donc, le développement d'une stratégie sur l'IA dans le domaine de la sécurité, c'est un sujet qui est encore plutôt nouveau, mais c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Il n'y a pas vraiment de pays qui ont vraiment des lignes directrices ou une politique sur l'IA dans leur secteur. Donc, il y a beaucoup de cas potentiels d'utilisation, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de changements et de risques à évaluer. Alors, malgré tous ces défis, vous avez récemment développé des projets de ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la sécurité et de la défense. Alors, quelles sont certaines des bonnes pratiques émergentes que vous voudriez mettre en exergue pour notre audience? Merci, Nate, et merci énormément au César pour avoir organisé ce webinaire et m'avoir invité. Alors, bonjour à tous. Donc, Nate, comme vous l'avez dit, UNEDIR, l'automne dernier, a lancé des projets de lignes directrices pour le développement de stratégies sur l'intelligence artificielle. Alors, ceci est pour le public, mais aussi nous voulons obtenir des retours sur notre site web. Alors, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez les soumettre sur notre site web. Alors, nous avons développé ces lignes directrices, reconnaissant l'importance d'une stratégie nationale par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, ceci a été reconnu par le secrétaire général de l'ONU. Et donc, le paysage sécuritaire de la défense varie d'un- à travers le continent et d'un pays à l'autre, mais nous espérons créer une boîte à outils qui aidera les États à créer ceci, à avoir une meilleure appropriation et améliorer la résilience. Donc, les principes et les bonnes pratiques émergentes.
Donc, le projet de ligne directrice a été créé basé sur un sondage et une observation de différents documents et une consultation avec différents États à travers le monde, y compris en Afrique. Et vraiment, ce site n'est qu'une petite partie de tout ceci, mais je veux souligner deux points pour notre auditoire. Alors d'abord, il y a l'élément des ressources humaines. L'élaboration d'un document de stratégie, c'est le premier jalon, mais sa mise en œuvre, c'est toute une autre histoire. Alors, d'après les consultations que nous avons menées, nous avons vu que l'investissement dans les ressources humaines est essentiel. Et le docteur Amegbo en a parlé et je suis contente qu'il l'ait fait. Et là, ça veut dire la formation et la rétention des talents sur l'IA, mais aussi établissant une prise de conscience des développeurs par rapport aux normes, aux principes, l'éthique, etc., par rapport à la défense et la sécurité. Il y a aussi un besoin de renforcement des capacités, de valorisation des compétences. Les ressources doivent être mobilisées pour s'assurer que tout le personnel de la défense et de la sécurité ont des formations adéquates à propos de la fonctionnalité et des paramètres du système, ainsi que les limitations techniques des systèmes, ainsi que les considérations déontologiques qui s'appliquent à ceci. Vous avez besoin aussi d'établir le cas, de parler soit au Parlement ou aux organes qui autorisent le budget pour ceci. Donc, ces besoins doivent être reflétés, miroités dans le document de stratégie. Il y a aussi cette compréhension générale que euh, le développement et la mise en œuvre d'une stratégie nationale sur l'IA et la sécurité ne repose pas seulement sur des considérations opérationnelles. C'est important, mais il y a aussi, on reconnaît de plus en plus, d'après nos consultations sur le continent africain, il y a cette importance de la déontologie et de l'aspect international de ceci. Alors, on peut observer le droit humanitaire international et les lois sur le droit humain international, ou par exemple la charte africaine sur les droits des êtres humains. Et donc, ceci a à voir avec la nature contraignante de ce cadre. Et il faut s'assurer que tout est respecté. Et la déontologie est importante non seulement par rapport aux problématiques qui pourraient se soulever par rapport aux préjugés, alors, l'IA, si elle aide les forces de l'ordre, est formée sur des données historiques de forces de l'ordre, de la police. Et celle-ci pourrait être fortement influencée par des préjugés. Et donc, ceci peut être problématique et pourrait institutionnaliser il faut vraiment établir des solutions à ce problème dans le document de stratégie. Voilà les deux points principaux. Merci beaucoup. Je voudrais me pencher sur deux choses que vous avez mentionnées, qui ne sont souvent pas comprises par les experts, les non-experts de l'IA. Lorsqu'ils pensent à l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Tout d'abord, l'utilisation des outils de l'IA est intensive au point de vue ressources. Il faut la formation des personnes, l'apprentissage des machines et de développer des données que peut utiliser l'IA dans le contexte. Il faut avoir des considérations de tout cela. Il faut éviter les préjugés dans les données, etc. C'est un travail qui est coûteux et basé sur toute stratégie utilisant l'IA. La plupart des pays de l'Afrique, je pense que la plupart de mes collègues sont d'accord que il faut avoir un renforcement de capacité comme étant une composante importante. Prochaine question, les lignes directrices. Ensuite, nous allons entrer dans la séance questions et réponses du webinaire. Si vous avez donc des questions, soyez libres de les mettre dans la boîte de bavardage, dans le chat.
Si vous voulez que je vous mentionne par votre nom, très bien, faites-nous savoir. Cela sera affiché sur notre site web ultérieurement. Sinon, je peux poser la question à l'anonyme. Yasmine, les lignes directrices que vous avez mentionnées ne sont pas basées que sur les documents existants, mais vous avez un processus de consultation très, très approfondi avec les pays avec lesquels vous travaillez, toutes les étapes différentes de leur élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Est-ce qu'il y a des exemples, particuliers que vous voudriez souligner, qui soient très bons concernant les stratégies, les doctrines, de l'utilisation du l'IA pour la défense et cetera, que vous pourriez souligner pour, nos participants? Quels sont donc, des exemples? Merci Nathan de votre question. Il y a la question des données que vous avez mentionnées aussi et comme ces ressources intensives, c'est pas seulement que les données soient disponibles, mais qu'elles soient bien, personnalisées pour le contexte, et cetera, qu'on enlève les préjugés. Tout cela nécessite beaucoup de capacités financières, humaine et technologique. Je suis ravie que vous ayez mentionné cela. Comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a de très bons exemples que nous avons rencontrés lors de nos consultations. UNIDIR, concernant les documents de stratégie IA que nous avons tout un dépôt de portail pour l'IA, de politique pour l'IA. Il y a tout un dépôt les documents de la stratégie qui se trouvent partout dans le monde, sur le site web. Ce que nous voyons, il y a des modèles différents provenant de ces documents. Il y a des stratégies nationales qui touchent sur l'IA et de façon plus générale, mais qui peuvent être appliquées à la défense. Pour la défense, vous avez des stratégies l'IA qui excluent expressément la sécurité à cause des questions de sécurité. Ce sont des choix, en fait, à prendre. Et nous adressons cela dans les lignes directrices. Il y a des contextes vis-à-vis le contexte du secret, de la confidentialité. Vous avez aussi des politiques et des stratégies de l'IA qui sont spécifiquement dédiées à des applications militaires. Par exemple, en France, par exemple, ils ont adopté leur première stratégie en 2019 sur les militaires et récemment, il y a la deuxième itération. Et puis ensuite, vous avez les stratégies générales qui sont très exhaustives avec des sections dédiées à la sécurité et aux forces militaires. Il y a des structures différentes au sein des documents de politique. Comme nous avons dit lors de nos consultations, il y a des États qui sont à des niveaux différents. Il y en a qui sont déjà à leur deuxième document, deuxième ébauche de développement de l'IA concernant le SSN, et je crois que c'est très bien. C'est quelque chose en évolution. Comme vous avez mentionné, cela nécessite beaucoup de réflexion. Il faut que les États y mettent des ressources. Ce qui est intéressant de même, c'est en se penchant sur toutes ces étapes, je ne vais pas dire de la maturité, mais les cycles de vie de la stratégie plutôt, il y a un accord, de la valeur, d'un engagement et interne et externe pour les consultations et cela, comme a dit le docteur Abakbo, tout à l'heure. Alors, les consultations internes, vu l'objectif de l'IA et des applications transversales de son utilisation par les gouvernements, il est absolument nécessaire au sein de la formulation de cette stratégie qu'elle soit faite avec la collaboration de tous les ministères, même si la question et sur la question, même sur l'adoption de l'IA et sur les questions de sécurité des forces armées, il y aura quand même un impact social. Nous avons vu cela sur le continent de l'Afrique lorsqu'on a développé ces lignes directrices l'année dernière.
et lors de nos consultations. Alors, ce dialogue interministériel est très important pour entendre, voir les perspectives, les préoccupations, les priorités de chaque ministère et pour nous assurer que tous soient sur la même page dans l'élaboration du document. Deuxièmement, il y a la question des consultations externes. Nous travaillons, nous, avec des agences et ministères différents dans la formulation d'une stratégie. C'est une bonne pratique de consulter avec les membres du public pour assurer que les membres de la société civile, les communautés, les industries et le public en général est bien pris en compte. Et c'est pour cela montre une légitimité de la part du public et comme cela, il y a bien sûr, des différences entre ce que vous mettez dans le public, dans le domaine public et dans le domaine, de la sécurité. Par exemple, au Kenya, au mois de janvier, les ministères différents ont élaboré une ébauche pour fournir le public général, de fournir des retours sur ce document et je pense que il y a donc, les consultations externes qui, heu, qui incluent aussi les apports interministériels et donc il y a une approche à 360 degrés et donc lorsqu'il y a une adaptation de la politique IA, cela inclut les considérations plus larges sécuritaires et inclut la sécurité humanitaire, l'environnement et la sécurité alimentaire. Je pourrais continuer, bien longtemps, mais je vous passe la parole. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer la période des questions et des réponses. J'encourage les participants, l'auditoire, de poser vos questions dans la boîte de bavardage. Vous pouvez, si vous voulez être reconnu, marquer votre nom et je vais transférer autant de questions que le temps nous le permet. Je vois que nous avons déjà 3 questions. Alors, la première question provenant de Hassan de l'Égypte. Quelles sont les applications de l'IA les plus prometteuses pour améliorer les stratégies de sécurité nationale? Prochaine question que nous avons, vous avez mentionné le Kenya. Le général Hassan du Kenya pose la question suivante. Je crois que je voudrais approfondir à savoir comment les stratégies de sécurité nationale et les stratégies de l'IA vis-à-vis les militaires peuvent être liées et comment ils peuvent travailler ensemble. Et je pense que Joël, vous avez aussi abordé ce sujet. Si vous pouvez parler tous les deux, à savoir quels sont les facteurs qui puissent motiver justement que l'IA soit ensemble d'une stratégie plus générale avec la stratégie de sécurité nationale. Qu'est-ce qui peut motiver ces genres de décisions et qu'est-ce qui pourrait être plus utile ou est-ce qu'il y a une façon plus utile d'approcher cela, auquel pourrait être le contexte? Avez-vous des idées sur ce sujet? Et puis, de la part de Christian Loupiel du Ghana, nous avons une question à savoir comment nous préparer pour nous adresser aux droits de la personne, aux risques économiques aussi, vis-à-vis l'intégration de l'IA dans la stratégie de sécurité provenant pour les pays du Ghana et autres. Yasmine, on va commencer avec vous et puis ensuite à Joël. Merci Nate. Voilà des très belles questions. Je vais essayer de répondre aux 3 questions. En ce qui concerne, les applications les plus prometteuses, de l'IA, ce sont des observations basées sur les consultations que nous avons effectuées. Il y avait et cela fait partie de consultations, de l'IA dans le domaine militaire. Et les consultations que nous avons entreprises à Nairobi, par exemple, pour consulter avec les États africains, nous avons vu que l'IA est dans la défense et la sécurité ont, promettent beaucoup.
Alors tout d'abord, si on se penche sur le côté renseignement, surveillance, reconnaissance, l'autre peut cibler, d'autres systèmes. Il y a la reconnaissance que l'IA peut, soutenir l'électronique, le travail cognitif, il y a l'espace informatique, les capacités cybernétiques et puis aussi pour les véhicules, autonomes et les avantages, les opportunités que l'IA peut avoir sur la formation, les simulations, utilisant des environnements différents, transatlantiques et puis de prédire, quels sont vos besoins. Et puis aussi en ce qui concerne la logistique, les besoins en ressources humaines et cetera. En ce qui concerne, je dirais, interaction avec tous ces documents, je pense que ça dépend. D'après mes interactions avec les États, depuis je pense que cela dépend, des contextes, comme quelqu'un l'a mentionné. On cherche à intégrer le militaire, la défense et la sécurité dans une seule stratégie. Il y en a d'autres qui voudraient séparer ces 3. Il y en a d'autres qui veulent pas, inclure tout cela dans l'espace public, pour la sensibilité des documents, de certains documents. Mais en général, il y a la reconnaissance générale que il faut que les cadres, les champs, travaillent l'un avec l'autre, qu'il y ait une coordination avec, l'agence qui est responsable de la mise en œuvre des stratégies, si elle est séparée ou si cela s'applique à plusieurs agences, si des agences différentes soient responsables de la mise en œuvre de tout ça, qu'il y ait une bonne coordination et puis finalement Il il y a, beaucoup d'importance mise sur le renforcement de capacité. Je voudrais stresser cela, souligner cela. Récemment, par exemple, j'étais en Afrique du Sud pour consulter avec des fonctionnaires militaires de l'Afrique, aussi avec des avocats sur l'application de la loi humanitaire internationale vis-à-vis des systèmes autonomes d'armes létales. Et vraiment, c'était très bon d'avoir une plateforme pour discuter de ces questions, non seulement pour la sensibilisation, mais aussi de bien comprendre ce qui prend lieu dans les régions. Alors, il y a le renforcement de capacités, mais échange d'informations, ce qui doit être facilité et qui doit être une, chose durable. Merci. Joël, à vous. Merci docteur Allen. Des bonnes questions, je pense. Je vais tout d'abord, me pencher sur, la troisième question. La question sur, la stratégie de sécurité nationale et les stratégies de l'IA liées à la stratégie militaire et sécurité. Comment est-ce que tous ces cadres peuvent, interagir? Comme je l'ai dit, la stratégie de sécurité nationale, ou toute, stratégie des militaires ou de l'IA sont, très interliées, interconnectées. Alors la stratégie, de sécurité nationale est la plus importante qui, dirige les autres. Il faut avoir une approche unifiée, coordonnée pour intégrer l'IA tout au sein de tout le cadre de la SSN ou de tout, travail du gouvernement. Alors la défense, l'IA, les militaires, vous savez bien que ou bien vous avez une stratégie de l'IA qui est au sein du document de la sécurité nationale, stratégie de sécurité nationale ou autre. Tel que moi je comprends cela de la stratégie de sécurité nationale, cela démontre les priorités du pays pour assurer sa sécurité et à l'interne et à l'externe. Cela, recouvre les militaires, l'économie, les aspects politiques, les aspects sociaux de la sécurité. Donc la stratégie de l'UA, d'un autre part, fait partie de tout cela. Donc spécifiquement, elle se focalise sur les technologies de l'IA et comment elles peuvent être intégrées dans les secteurs clés, la sécurité nationale, la défense nationale, les services publics. Donc, les stratégies de sécurité nationale incluent des objectifs militaires qui vont informer, qui seront informés et aussi qui vont contribuer à aux stratégies militaires. Donc, la stratégie militaire
IA vont faire partie de la sécurité de stratégie plus large. Donc, l'IA peuvent servir les besoins opérationnels et stratégiques et tactiques des militaires, aussi bien que les priorités de toute la société. Donc, il y a le SSN en haut de la charte et ensuite vous avez en dessous les stratégies militaires soutenues par l'IA. Sur la troisième question, une façon de répondre à la question, c'est de se focaliser sur l'approche de tout le gouvernement, engager les parties prenantes pour qu'il y ait cette appropriation de tous de la stratégie elle-même. Alors, une chose sur laquelle on peut se pencher, peut-être, c'est les partenariats publics-privés où les gouvernements peuvent collaborer avec des sociétés de technologie privées, avec la société civile pour développer une stratégie de l'IA ou des solutions qui soient sécurisées, transparentes et facilement utilisées par le public. S'engager avec le public, expliquer au public le monde de l'IA dans la stratégie, par exemple au Ghana, une s'engager activement avec le public, avec le rôle de l'IA, le rôle que va jouer l'IA dans le secteur de la sécurité nationale ou l'objectif de l'IA et comment vis-à-vis les droits de la personne, comment les citoyens peuvent s'engager avec. Je pense que cela est très important tout au long du processus de l'élaboration de cette stratégie. Merci. Merci beaucoup à vous 2. Nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent. Alors, j'ai encore 3 questions que je vais essayer d'adresser certaines, de ces questions. Je vais vous les adresser. Une des questions, vous pouvez, je pense que peut-être, Jasmine voudra commenter davantage. Comment, spécifiquement adresser les problématiques, concernant la sécurité des données? Vu les risques géopolitiques, nous en parlons souvent, beaucoup. Lorsqu'on parle de la technologie en Afrique, quels sont les outils pour les données qu'utilise l'Afrique? Beaucoup de ces outils sont fournis par des entreprises non africaines, des gouvernements non africains, et cela est le cas peut-être aussi de même avec l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est la première question. Comment limiter ces risques et à quel point, jusqu'où est-ce que les Africains peuvent-ils s'approprier et créer ces outils? Et je pense que cela est une question importante. Deuxièmement, Deuxième question qui est peut-être, pour Joël un peu plus, mais j'aimerais que vous en parlez tous les 2 bien sûr. C'est que se passe-t-il dans l'absence de la volonté politique? Quelles sont les conséquences lorsqu'il n'y a pas de, volonté politique? Je peux voir cela des 2 côtés. Pour certains pays de l'Afrique, et ils ont du mal encore d'avoir, l'électricité, la connectivité. Alors pourquoi même penser à une stratégie de l'IA? Contrairement aux conséquences, malgré l'absence de cette connectivité, comme Jasmine a dit, que l'IA sera utilisée de plus en plus dans les systèmes d'armes, dans la prise de décision, dans le ciblage, vis-à-vis des cibles. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a des lacunes de volonté publique et comment, s'il n'y a pas ce cadre stratégique? Et la troisième question, quels sont les pays de l'Afrique qui vont le plus loin en ce qui concerne la mise en œuvre de l'IA, dans son secteur de défense et de la sécurité, dans sa stratégie de sécurité nationale? Alors je vais, Jasmine, est-ce qu'il y a des stratégies africaines, ou utilisation de l'IA que vous voudriez souligner comme étant très sophistiquées ou qui démontrent une utilisation intéressante de l'IA, Joël, lorsqu'on parle l'élaboration du SSN? Quels sont les pays que vous pensez ont de bonnes pratiques, que vous pensez qui font des choses à émuler pour les autres? Alors tout d'abord. À vous la parole. Tout d'abord, à vous, Joël. Merci, Dr. Allen. Je vais commencer avec la dernière question, avec les pays qui ont fait beaucoup de bien, qui ont des bonnes pratiques lorsqu'il s'agit de l'élaboration d'un SSN. Je pense que
il vaut mieux ne pas nommer les pays quelquefois. Je vais procéder de la sorte. Les pays, pour revenir à la question de la volonté politique et de l'opportunité. La volonté politique, c'est lorsque vous avez des leaders impliqués qui vous donnent la capacité ou le feu vert pour rédiger le document. L'opportunité politique, c'est lorsque les rédacteurs ou les gens au sein de la société voient une opportunité de commencer l'ébauche de cette stratégie. Et je pense que les pays se trouvent au milieu de ces 2 et il y a lorsqu'il y a la question de volonté politique, s'il y a un changement de gouvernement, le nouveau leader va se pencher sur la SSN, peut-être, ils vont, et les opportunités politiques arrivent lorsque les leaders, les technocrates ou les bureaucrates au sein du système voient une opportunité et puis, partagent ce message avec les leaders politiques pour l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale, SSN. Certains pays qui viennent en tête, ça serait la Zambie pour moi, en partie parce que nous avons vu un changement dans le leadership en Zambie et le leadership a décidé dans ce pays d'élaborer une stratégie de sécurité nationale. Et il y avait une volonté politique très forte tout au long du projet, du processus et je sais que les principes que j'ai énumérés, avant, lorsque j'utilise cela comme liste à cocher, si vous avez tous ces éléments, on peut argumenter que oui, dans le cas de la Zambie, cela a très bien fonctionné dans leur scénario. Ils avaient la volonté politique pour commencer. Ils avaient, la volonté politique à une réévaluation, approfondie dans le contexte de leur pays et puis l'appropriation du pays. Je crois que les pays qui ont pu ébaucher une stratégie qui va être mise en œuvre, utilisable, avec un focus il faut avoir un focus sur l'appropriation, que le processus leur appartient, que les gens qui ébauchent la stratégie et les gens qui vont la mettre en œuvre sont du pays, sont les personnes qui vont mener cet effort, sont les acteurs et que le soutien provient vraiment que s'il y a un soutien qui est provenant de l'extérieur, c'est juste pour soutenir, mais c'est pas pour, élaborer la stratégie. Sur la deuxième question, s'il y a un manque, de volonté politique, est-ce qu'on peut parler de la sécurité? Je pense que c'est une question intéressante et je suis d'accord que l'IA peut avoir un impact important sur, la sécurité, même, s'il y a, un manque de volonté politique, dans l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale ou alternativement dans une stratégie nationale. Donc, si je ne me trompe pas, une stratégie, une SSN, ce serait des initiatives aussi non étatiques, provenant, du secteur privé, par exemple, sont des alternatives ou même, une collaboration régionale ou internationale. Donc ce cadre alternatif de sécurité peut fonctionner en utilisant les technologies IA pour, décerner les lacunes, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un environnement où il y a une gouvernance, faible ou de l'instabilité politique. On peut donc améliorer des systèmes, communautaires, des initiatives du secteur privé, le rôle des organes régionaux et internationaux. Et on peut parler aussi de l'élaboration d'approches de sécurité différentes dans le contexte, d'insécurité ou de gouvernement faible. Donc les technologies de l'IA peuvent améliorer l'assistance humanitaire ou même, les efforts de bonne gestion. Les outils, IA peuvent analyser les causes, racines de conflits et trouver donc des solutions. On parle aussi de l'amélioration des décisions basées sur les données, surtout dans le domaine dans les structures de sécurité. Souvent,
souvent dans des zones de conflit. Alors, si on se penche sur les crises de l'IA, la cartographie, par exemple, l'IA peut améliorer les efforts pour que les ressources puissent arriver là où il faut. À la question, il y avait une question aussi dans le chat, dans la boîte de barrage de l'anticorruption. Donc, l'IA comme outil peut aussi lutter contre la corruption, renforcer les gouvernements. Donc, l'IA peut soutenir, déceler des schémas de corruption dans les passations de marché, dans les virements. Voici les moyens par lesquels je vois que l'IA peut servir comme outil dans l'absence de la volonté politique pour ébaucher une stratégie de sécurité nationale. Merci beaucoup, Yasmine. À vous la parole. Nous avions une question semblable concernant les limiter l'IA, les vulnérabilités, etc., de la part de Abou Bakar. Il est le président de l'association des experts de cybersécurité. Il a dit dans tout système IA, lorsqu'ils dépendent des modèles externes, quand il y a beaucoup de préoccupations concernant cette dépendance, des problèmes de fuite d'informations. Est-ce que vous pouvez répondre à cela, Yasmine? Oui, oui, ce sont de très bonnes questions. Je prends plaisir à tout cela. En ce qui concerne la sécurité, la résilience, la dépendance sur les technologies étrangères, je pense que c'est définitivement une préoccupation que j'ai entendue de nombreuses fois lors de nos consultations, sachant non seulement dans les régions de l'Afrique, mais de l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est. C'est une préoccupation mondiale, en fait. Alors, je ne veux pas trop me répéter, mais il y a cette question de renforcement de capacité, d'investir dans les bonnes ressources, pour vous assurer que vous avez vos propres infrastructures pour générer les données dont vous avez besoin, que ce soit vos propres données. Il y a aussi, bien sûr, développer les technologies et les logiciels. Au-delà de cela, je pense qu'il faut, la liaison avec le SSN, je pense que tout cela, bien sûr, est lié à la volonté politique ou l'absence de la volonté politique, à savoir comment on peut adresser ces questions. Alors, tout d'abord, il faut avoir des lignes directrices de passation de marché robustes. Il faut bien indiquer comment vous allez approcher les passations de marché, surtout pour des technologies très, très euh, sensibles. Alors, lorsque vous allez gérer ces capacités, vous voulez savoir exactement ce que vous recherchez, quels sont les points d'évaluation, quels sont les résultats de l'évaluation de ces technologies? Comment est-ce qu'elles ont été testées, l'évaluation et aussi bien sûr les limitations de ces technologies et puis aussi que le processus soit transparent et tout cela doit être reflété dans les exigences des passations de marché. Et puis aussi, lorsque vous avez la technologie, votre capacité de faire des essais vous-même pour évaluer ces produits, pour vous assurer, quoi que l'État ou la société, quel que soit l'État ou la société qui vous fournissent la technologie et les données, mais faut vous assurer que tout cela soit fait de façon fiable. Vous devez avoir votre propre capacité pour tester cela dans le contexte local, le paysage local, les réalités locales. Tout cela sont des choses très importantes. Et donc, c'est vraiment comment on peut s'y adresser avec un document de stratégie. Il faut s'assurer que vous avez un bon plan sur la résilience, la préparation. Ça, c'est une question que j'ai vue dans le chat. Euh, et, et donc, il y a cet intérêt de savoir comment s'assurer que vous êtes résilient, que vous êtes préparé contre toute ingérence possible. Mais donc, l'une des préoccupations dont j'ai entendu, c'est ingérence parmi les groupes armés. Alors,
je pense qu'une stratégie doit avoir des provisions, des clauses à propos de la résilience, de la préparation. Donc, ceci inclut le plan pour des réponses d'urgence basées sur votre évaluation de risques. Et ces risques et les implications potentielles doivent être prises au niveau national, régional et local, et y compris tous les acteurs qui sont impliqués. Vous pourriez aussi penser à l'établissement d'une une équipe de réponse d'urgence et donc établir une distribution claire des rôles et des responsabilités dans ce cas-là, et le renforcement des capacités de tout cela. Et bien sûr, les risques évoluent au fil du temps. Alors, il faut avoir une évaluation et une mise à jour de l'évaluation en continu. Alors, donc, c'est un des choix à faire, mais c'est important de la question. S'il n'y a pas une volonté politique, est-ce que vous pouvez vous permettre de ne pas avoir une volonté politique par rapport à cette réponse à l'IA dans le domaine de la sécurité? Bon, ceci dépend bien sûr de votre propre évaluation des risques et bien sûr les coûts et les risques. Quel serait plus cher de développer une stratégie nationale, ou alors ce que serait plus cher de s'adresser au problème si vous n'avez pas de stratégie? Et donc, il faut faire une évaluation parce que ce serait peut-être mieux d'être préparé à l'avance. Et une autre préoccupation que j'ai entendue par rapport à pourquoi il est important d'avoir cette volonté politique, c'est qu'il y a une certaine préoccupation de la part d'un nombre d'États par rapport à un nombre de pays qui sont utilisés comme des endroits pour tester les choses. Euh, et donc, les États vont vouloir être préparés à contrecarrer ceci. Et en parlant des cas d'utilisation en Afrique, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a quelques semaines et que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et il y a cette utilisation de l'IA pour la détection précoce et les réponses dans le golfe de Guinée et les efforts d'anti-piratage. Et enfin, en fait, ça a l'air de marcher très bien dans la lutte contre le piratage, non seulement du point de vue de la sécurité, mais aussi pour encourager une coopération inter-États, sous-régionale, infrarégionale, basée sur le partage de renseignements qui a lieu à cause de ces capacités. Et donc, il y a eu une relation et une coopération très forte parmi les États autour du golfe de la Guinée pour tirer au mieux parti de cette technologie et bien répondre au mieux à ce problème de piratage. Et donc, c'est un cas intéressant d'utilisation où c'est un effort réussi, et ça nous aide aussi à penser au-delà de la politique, enfin, comment ceci peut être utilisé au niveau régional. Merci à tous les deux. Nous avons des questions qui continuent à se poser. Alors, nous avons une question de Mathias San du Bénin. Donc, c'est similaire. Alors, c'est examiner les préoccupations de préjugés euh, qui seraient une question pour tout le monde. Vous avez parlé du risque de la corruption des données, le manque d'informations, et comment les gouvernements peuvent s'assurer que les systèmes de sécurité de l'IA empêchent les intrusions, les problèmes. Et donc, il y a cette question des préjugés. De- Ce n'est pas seulement que les données entrant sont les données sortantes, c'est alors bon, l'IA peut identifier des tentes, des bateaux, etc. Enfin, il y a des choses qui vont marcher différemment dans différentes parties du monde. Alors, beaucoup de pays africains utilisent de la technologie de l'IA qui est importée en général. Alors, comment limiter
ces problèmes du point de vue technologique et aussi ces préjugés qui pourraient se présenter. Euh, alors, et il y a aussi une question à propos du rôle croissant de l'IA dans la sécurité nationale. Quels sont certains des défis clés qui vont faire face aux pays dans l'intégration de ceux-ci dans leur stratégie de sécurité nationale? Si vous parlez de quels sont ces défis clés, comment les surmonter? Et Yasmine, enfin ça c'est pour Joël, mais Yasmine, vous pouvez aussi aborder cette question. Et aussi une question de Patrick Kwasi-Bobary à propos de l'indice de l'intégrité. Alors, comment est-ce que les pays peuvent s'assurer que l'intégration de l'IA dans leur sécurité nationale empêche une gouvernance faible, la euh, corruption et des gouvernements autoritaires? Alors, Yasmine, commençons par vous. Oui, c'est fascinant de cette question des préjugés. Et pourquoi c'est un problème. Au-delà d'un problème technique, il y a des problèmes opérationnels et juridiques qui s'impliquent, et de déontologie aussi, qui sont à cause de ces données biaisées. Et un exemple que j'ai entendu pendant les consultations dans les régions africaines. Et c'est pour ça que j'ai dit que, bon, que il est important que quand vous achetez des technologies étrangères, il faut comprendre quelles sont les données sur lesquelles ces systèmes ont été utilisés. Alors, par exemple, si vous utilisez un système pour la détection de menaces ou pour le ciblage antipersonnel, alors, vous voulez que ce système vous aide à détecter, trouver les menaces envers la paix, la sécurité ou envers certaines cibles dans des contextes de conflit. Et le système repose sur le fait que vous avez des armes à feu ou pas. Est-ce que la personne a une arme à feu? Est-ce que cette personne est un insurgé? Ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que c'est un agriculteur? Alors, il se pourrait qu'un berger, par exemple, ait à porter une arme pour protéger son cheptel. Alors, et donc, ces technologies ne prennent pas ces nuances locales en compte. Et donc, il faut s'assurer que de ceci. Alors, les préjugés vont au-delà des préjugés de race et ça peut être culturel aussi. Et vous devez donc tenir en compte le contexte local et régional. Et aussi, bon, il peut se faire que le système aura été formé, par exemple, disons que c'est sur la alors que ce système aura été formé sur un type d'arme qui n'est vraiment pas très présent dans telle région. Alors, il pourrait y avoir des problèmes d'identification, d'exactitude, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir cette contextualisation du point de vue local. Et l'une des préoccupations que j'ai entendues, c'est est-ce que ces données existent? Parce que beaucoup d'États, pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie, etc., sont toujours en pleine transformation numérique et peut-être qu'ils n'ont pas accès à ces données. Donc, il faut créer ces données locales et il faut les tester pour s'assurer que quand vous achetez ces systèmes, vous tenez en compte ces éléments. Et aussi par rapport à la fiabilité. Alors, et il y a et par rapport aux préjugés des données, ceci démontre l'importance de s'assurer que vous avez des audits, des solutions pour vous assurer que votre technologie reste fiable. Parce que bon, vous achetez une certaine technologie à un moment donné, mais peut-être qu'elle ne sera pas aussi fiable plus tard.
surtout sur les technologies à apprentissage automatique. Le système va peut-être apprendre de nouvelles choses et sa performance sera peut-être impactée. Alors, il faut continuer à surveiller sa performance et en fait, la mettre hors service et retester et recalibrer au besoin, s'il y a une évolution dans ceci. Et bon, c'est c'est une chose, enfin, quand vous voyez que le système n'agit pas comme vous vous y attendiez, bon, ça c'est une chose, il y a des solutions qui existent euh, pour fournir une surveillance en continu de l'algorithme pour en fait agir avant qu'il y ait ce changement. Mais donc mais ceci requiert beaucoup de ressources financières, techniques, humaines. Mais il y a aussi la question de savoir quand votre technologie est arrivée à la fin de son cycle de vie. Bon, vous l'avez obtenue et vous l'avez utilisée et maintenant vous voyez que ça ne marche plus. Est-ce que ça vaut le coup de la garder ou de la garder et de la modifier ou redéployer? Ou est-ce que ça veut dire que bon, euh, elle arrive à sa fin? Alors, il faut vraiment pouvoir réfléchir à propos de différentes métriques et de critères d'évaluation pour s'assurer que ces technologies servent leur objectif. Et donc, c'est vraiment des questions de sécurité et de résilience. Je vais m'arrêter là. Oui, on en apprend beaucoup, Joël. Merci, docteur Allen, et merci, Afina. Quand on parle du développement d'une stratégie en général et comment faire ces stratégies sur l'IA, etc. Alors, il y a certains défis. Par exemple, par rapport au gouvernement, il peut y avoir des défis politiques et institutionnels. On peut examiner les implications sociales et déontologiques. On peut examiner les défis opérationnels, le capital humain, l'expertise, les manques d'expertise et de ressources humaines et les défis déontologiques. Et Yasmine a très bien parlé des défis opérationnels, éthiques, etc. Moi, je vais me focaliser sur l'aspect politique, les défis politiques et institutionnels et les implications sociales et éthiques par rapport à pourquoi les pays ne vont pas forcément vouloir intégrer l'IA dans leur stratégie de sécurité nationale. Et je vais vous offrir quelques options pour s'adresser à ceci. Alors, du point de vue des défis politiques et institutionnels, je pense que l'intégration de l'IA dans les stratégies de sécurité nationale, ceci peut faire face à une certaine résistance de la part des acteurs politiques qui souvent se préoccupent de cette implication de l'IA sur la gouvernance, la redevabilité et le contrôle. Alors, il se pourrait que les leaders politiques que le manque de vision, l'absence d'une vision, d'une compréhension du potentiel d'une stratégie sur l'IA, où il pourrait craindre en fait des conséquences inattendues provenant de cette intelligence artificielle. Et donc, ceci peut mener à une adoption très lente, et donc par rapport à la volonté politique dont on parle, ou une implication non cohérente d'une stratégie sur l'IA ou même d'une stratégie de sécurité nationale, en gros. Et donc, les défis qui se présentent, il y a souvent notre collègue à l'indice sur la défense, il y a ce problème de la redevabilité, de la confiance publique. Le gouvernement doit établir un équilibre entre les bénéfices potentiels de cette stratégie sur l'IA ou la sécurité avec le besoin de transparence et de confiance publique. Alors, l'utilisation de la surveillance utilisant l'IA pour le recueillement de renseignements, etc peut être perçu comme une menace envers les libertés civiles. Donc, le manque de transparence peut empêcher ou en fait présenter un défi ou alors mener à la méfiance publique. Et dans beaucoup de parties du continent où les gens sont contre cette idée d'avoir une implication, d'avoir l'IA impliquée dans une stratégie de sécurité nationale.
Alors, s'il y a aussi les implications sociales, ça aussi, c'est un défi, l'impact sur l'emploi, sur les emplois, tout cela au sein d'une stratégie de sécurité nationale, l'impact sur, les emplois, le déplacement des emplois pour les gens qui travaillent, qui ont un rôle dans, l'intelligence humaine, les analyses, par exemple. Cela peut être une préoccupation, un défi social qui va être, contrer, justement ces stratégies de l'IA au sein du cadre de la sécurité. On peut adresser cela de plusieurs façons. On peut parler de 5 façons. Établir, une communication claire, des objectifs partagés clairs pour que tout tout le monde qui fait partie de l'écosystème comprenne l'importance d'établir une stratégie de l'IA, de comprendre que cela fasse partie de la stratégie nationale de sécurité. Et puis, soutenir un partenariat public, privé pour que le secteur privé aussi, s'évolue en ce qui concerne la stratégie de l'IA, pas seulement le gouvernement. Comme je l'ai dit auparavant, les stratégistes de la stratégie, les stratégies sont conçues pour être mises en œuvre et c'est les stratégies qui sont bien conçues, bien élaborées, où, il y a eu l'implication de parties prenantes différentes, fait de sorte qu'il y a un sentiment d'appropriation et puis il y a la question de transparence, de redevabilité dans la rédaction aussi bien que dans la mise en œuvre et puis dernièrement, on peut se mettre d'accord ici, l'investissement. Investir dans, le renforcement de capacités concernant, l'alphabétisation numérique, pour renforcer les connaissances, les capacités. Merci beaucoup. Il nous reste 13 minutes. Je vais poser encore 2 questions et puis nous avons arrivé à la fin. Désolée pour ceux pour lesquels on n'a pas posé vos questions, mais gardez vos questions pour les webinaires à suivre, pour la coopération. Je crois que beaucoup de ces questions qui concernent les risques et cetera, on pourra en discuter dans les webinaires, ultérieurs. 2 questions. Colonel Shinakawa provenant de la Zambie qui observe, la question à savoir comment choisir entre une stratégie de l'IA générale une stratégie de la sécurité et puis autre, avec l'observation qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique tels que la Zambie qui ont, une stratégie générale de l'IA, mais ils ne mentionnent pas les secteurs de la défense et de la sécurité pour de nombreuses raisons. Alors quelles sont les options juridiques, comment vous arrivez pour que, il y ait une volonté politique pour avoir des lignes directrices pour le secteur de la sécurité, pour l'utilisation de l'IA? Cela peut être très utile. Je pense que c'est une question plutôt pour Joël que pour Jasmin, mais les 2 peuvent répondre. Et la question finale que je trouve très importante, comme beaucoup de technologies émergentes, l'IA n'est pas une technologie exclusivement militaire. C'est une technologie à tout fin, à tout objectif. Elle a toute une étendue, un éventail d'implications sociales et politiques. L'expertise à savoir comment utiliser les systèmes de l'IA n'est pas exclusive au sein du secteur de la défense. Alors la question donc, je pense, c'est, vu cela, et l'importance de la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les universités, quelles seraient des bonnes pratiques pour assurer une bonne implication, des parties prenantes pour, l'insertion de l'IA dans le secteur, de la sécurité? On va commencer avec Joël et conclure avec Jasmine. Merci, docteur Aline. À la première question, la façon d'y répondre, ce que nous avons vu, mon observation et celle de la plupart d'entre nous qui travaillons au sein de l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale, la plupart des pays qui ont ces stratégies
élaboré. On va commencer en disant que la plupart des pays ont une stratégie, non pas une vraie stratégie, ils ont des stratégies sectorielles, ils ont une stratégie de l'IA ici, une stratégie militaire par là, une stratégie, où ils ont des stratégies multiples. Ce qu'ils n'ont pas nécessairement, c'est une stratégie nationale de sécurité qui comprend tous les éléments. Comment faire pour intégrer toutes ces stratégies sectorielles, pour assurer que les agences du gouvernement, toutes les agences soient impliquées dans la mise en œuvre de toute stratégie. Voilà donc l'importance d'avoir une stratégie de sécurité nationale. Lorsqu'elle est ébauchée, toutes les autres stratégies sectorielles seront donc alignées à la stratégie de sécurité nationale. Donc, lorsqu'il n'y a pas de SSN, vous avez le problème, vous avez la stratégie développée par un ministère ou un département qui va être mise en œuvre que par ce ministère ou ce département. Mais nous savons que la stratégie de l'IA ou toute stratégie sectorielle est transversale souvent et doit être mise en œuvre en coordination avec d'autres départements et d'autres divers départements et de ministères. L'objectif, c'est d'avoir tout d'abord une stratégie de sécurité nationale et puis aligner les autres stratégies sectorielles à la stratégie de sécurité nationale qui est en haut, qui est en haut, qui est en tête. Et tous les autres en découlent la stratégie de la défense ou d'autres stratégies sectorielles. Et donc, vous avez des plans de mise en œuvre. Et voilà pour répondre à la question, à savoir l'alignement des stratégies de l'IA à la stratégie, aux stratégies de sécurité nationale. En ce qui concerne les consultations au large, il faut avoir consultation entre les gouvernements et d'autres secteurs. Les pays qui font déjà cela, et il y a peu de pays qui ont déjà la pratique de consulter avec leurs citoyens. Il y a des pays qui le font avec toute la société dans l'élaboration de toute politique. Un bon exemple, c'est le Botswana, par exemple. Botswana a un processus de consultation, consulter les citoyens à des niveaux différents de la société, dans l'ébauche de toute politique avant qu'elle ne soit approuvée. Et c'est un processus où on s'assure que tout le monde est impliqué, tout le monde a, dès le départ, il faut consulter les gens dès le départ. Si on consulte les gens à la fin de l'ébauche d'une stratégie, non, c'est moins bien. Il faut le faire avant, pendant et après. Et il faut avoir les retours d'informations. Il faut pour être sûr que la stratégie soit bien élaborée et bien reçue. Merci. Merci Yasmine. Si vous voulez répondre à la question, si vous avez des mots de clôture. Merci Nate. Je pense que ces questions sont formidables. Vraiment, je suis ravie de les recevoir. Je vais donc adresser les deux questions. Tout d'abord, en ce qui concerne lorsque les États spécifiques décident de ne pas inclure la défense et la sécurité dans leur stratégie de sécurité nationale pour diverses raisons, ça peut être parce que les informations sont exclues à cause de leur sensibilité ou peut-être il y a la présomption qu'une stratégie de l'IA générale va s'appliquer à la défense. De même, je pense que c'est le cas de certains pays qui ont l'hypothèse, la présomption que la stratégie va s'appliquer aussi les principes vont s'appliquer à la défense et la sécurité d'eux-mêmes. Mais si cela est exclu, quelles sont les options de la perspective de politique? S'il n'y a pas de mention sur la sécurité et la défense dans ces documents, de stratégie. Tout d'abord, si surtout lorsque ces technologies sont utilisées, développées, élaborées, utilisées dans le domaine militaire, il y a des cadres juridiques qui s'appliquent au niveau de l'État et interétatique. Il y a aussi la loi humanitaire, il y a le cadre des droits de la personne qui s'applique dans ce contexte également.
Il y a donc le désir de beaucoup d'États de mieux comprendre comment articuler ces besoins juridiques dans le contexte de l'IA dans la défense et la sécurité, parce que ces cadres juridiques ne sont pas nécessairement ciblés vers l'IA, mais peuvent s'appliquer, doivent s'appliquer dans certains cas à la défense et à la sécurité. Lorsqu'il s'agit de à la sécurité, du secteur de la sécurité, on pourrait aussi se pencher sur d'autres cadres juridiques et autres, les lois nationales, le droit pénal, pour mieux cadrer ces technologies dans le contexte de la sécurité. Et puis finalement, ce qui concerne l'utilisation double, à deux objectifs, c'est la question qu'on se demande maintenant, comment utiliser cela, comment mettre en œuvre des partenariats efficaces public-privé tout d'abord. Et vous avez besoin de cadres clairs, une architecture claire sur laquelle vous allez vous engager avec ces industries et avec l'État ou vice-versa. Si, par exemple, vous vous engagez avec des États sur les passations de marché, vous voulez vous assurer que vos technologies soient bien utilisées. Vous voulez aussi peut-être acheter des technologies qui n'ont pas été développées pour des raisons militaires, mais vous voulez les utiliser pour des raisons militaires. Ça arrive dans le secteur médical, par exemple. Vous avez une technologie de radio qui est développé pour des raisons médicales, mais peut-être que les militaires veulent les acheter pour leurs propres objectifs. Vous voulez vous assurer que lorsque vous vous engagez avec tout cela, qu'il y ait un cadre spécifique autour duquel vous allez faire cela de façon responsable. Et puis, il y a aussi beaucoup de risques et de préoccupations dont j'ai entendu parler concernant ces technologies, la profilération des groupes armés non étatiques. Et c'est encore la question impossible à répondre. Beaucoup de personnes se voient la question de licence, des modèles existence de contrôle, mais aussi à savoir que l'IA est intangible et que le point d'accès à ces technologies sont plus simples que les points d'accès à d'autres technologies. Donc, il faut avoir un engagement avec les industries pour minimiser les risques de prolifération. Il y a aussi la question de renforcement de confiance entre les acteurs différents, de vous assurer que vous entreprenez des mesures pour renforcer la confiance entre les États et les industries, surtout lorsque vous allez procurer des technologies sensibles. Et puis aussi, finalement, des questions ouvertes qui sont, au-delà de l'utilisation à double phase de ces technologies, la question de l'utilisation des données. Les données des médias sociaux, par exemple, que vous partagez sur les Facebook, Twitter, WhatsApp, qui pourraient être utilisées, qui pourraient alimenter les connaissances, l'intelligence, les renseignements militaires. On peut voir, soi-disant, on dit qu'il y a des applications militaires maintenant pour ces données sur les médias sociaux. Alors ça, c'est une autre question que je vous lance à vous et une question sur laquelle il faut se pencher lorsque vous développez vos propres stratégies concernant l'utilisation de l'IA pour la sécurité. Merci, Joël. Vous avez dit que vous vouliez encore 30 secondes. Oui, 30 secondes. Pour conclure, je voudrais savoir, une stratégie de sécurité nationale fonctionne comme un modèle, comme un plan pour la prospérité de toute nation. Tout pays devrait chercher à avoir une stratégie de sécurité nationale. Si vous n'en avez pas une encore, il faut considérer l'ébaucher et la rédiger et l'adopter. Il faut se focaliser sur les gens et sur le processus. Les gens qui sont impliqués à développer votre stratégie, qui soient bien équipés, que vous avez l'appropriation de tout cela et que vous passez assez de temps sur le processus, parce que le processus de l'élaboration de la stratégie est tout aussi important que la mise en œuvre de la stratégie.
Alors, la stratégie de sécurité nationale importante et qu'elle soit bien élaborée. Il nous reste encore 1 minute ou 2 minutes. Permettez-moi de donner quelques remarques de conclusion pour les étapes à venir. Ce que j'ai appris lors de ce webinaire, c'est que l'IA a un potentiel vaste, important pour pouvoir prédire, les conflits, identifier, les déplacements des groupes armés par leurs véhicules, et leur équipement. Docteur Yasmine a dit, son utilisation dans le domaine maritime, contrer les pirates. Il faut voir l'IA là, de la façon que c'est utilisé dans les renseignements militaires. C'est vraiment une machine qui merveilleuse pour reconnaître les schémas de mouvement, etc. et analyser des données que les êtres humains ne peuvent pas déceler. Détecter. Néanmoins, ce n'est pas comme si on développait son propre système de l'IA pour, les données, le recommand de données, la collecte de données. Il y a des il y a des exigences pour les données. C'est plus coûteux, tout cela est plus coûteux que d'autres technologies. Alors toute nation qui considère l'adoption de l'IA va avoir un certain degré de, est-ce que l'investissement vaut le coup? Il y a sûrement, un investissement que vous allez faire, mais il y a certainement une considération à faire, à savoir, il faut avoir la bonne volonté politique et il faut avoir de l'expertise dans le secteur de la sécurité, à savoir comment les systèmes de l'IA sont utilisés pour, l'élaboration et l'utilisation de beaucoup de ressources. Un rappel à vous tous que cela sera enregistré, affiché plutôt sur notre site web bientôt. Nous avons eu quelques demandes vis-à-vis de la participation. Je vous encourage de faire le suivi de cela, avec nos collègues, certains de nos à savoir le César réfléchit à comment on veut s'engager avec le public, avec cela et avec vous, nous, les participants. Si vous avez des idées, comment on peut mieux faire pour nous engager avec vous, faites-le nous savoir, adressez-nous et rejoignez-nous demain. Nous allons parler plus concrètement, là, maintenant que vous avez une bonne idée à savoir comment nous avons un processus de stratégie et de politique. On va commencer à parler de comment vous voulez mettre en œuvre, appliquer toute l'IA dans le secteur de la sécurité. Alors, si cela vous intéresse, rejoignez-nous demain. Et je voudrais remercier Dr. Magbo et Dr. Amina de leur intervention excellente, de leurs réponses très, très bien réfléchies. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci beaucoup.